Ouais. Tu sais, j'adore, moi, les gens qui tentent des trucs absurdes. Oui, bah ça c'est ton truc d'ailleurs, Ah. c'est récurrent d'ailleurs, on a remarqué Ouais. dans la première saison t'en parlais beaucoup. Hein. Eh bah, d'ailleurs, ça ne loupe pas parce que il y a certaines personnes qui veulent tellement être des recordman de quelque chose qu'on en arrive à des records de naze. Par exemple, le record du porté d'Austin Mini en équilibre sur la tête à 33 secondes. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, ouais. bon, imagine-toi quand même un gars qui porte une Austin Mini sur la tête, quoi, en équilibre. Bon, ça doit pas être très pratique pour aller faire ses courses. On est d'accord. Le recordman de la plus longue branlette du monde. 9h58 de Pignol, mon gars. 9h58 Et, Non mais là tu fais du feu à ce stade. C'est pas possible. et peut-être le record le plus débile, le record absolu du plus grand nombre de M&M's empilés. À ton avis, combien ? 72. Ah, 5. Ah, c'est décevant. Ah, c'est décevant, hein. Une chose est sûre, à l'instar des braqueurs de banque qui ont des idées de déguisement de merde, on ne manque pas d'imagination pour établir des records et quelque part, c'est pas ça le plus grand des records, une imagination sans limite ? Absolument. Odile, tu connais la différence entre un pullover et une moule ? Non ? C'est bête. Un pullover, ça moule et... Une moule, ça pullover. Pas mal, c'est français. Ah bah dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Ce que tu dis n'a aucun sens. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain ? Négatif, je suis une mythe en pullover. Et alors, où allons-nous les gars ? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir, Réolard, et bienvenue dans Ton Culture, le podcast qui va au fond des choses. Nous sommes réunis pour ce premier épisode de la saison 2 Oui ! La dinguerie. Et où on va bien entendu vous parler de plein de trucs sur des trucs et tâcher de vous faire rigoler. Parce que c'est un peu notre mission quelque De part. rigoler. De rigoler. Je vous rappelle le concept, bien que je pense que vous commencez à le connaître maintenant. Nous piochons chacun un sujet au hasard et, bonne pioche ou pas, nous vous en parlons. Alors des fois c'est cool, d'autres fois un peu moins, mais c'est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que nous prenons toujours beaucoup de plaisir à vous présenter ces sujets, avec des infos parfois rigolotes, et qui, nous l'espérons, ne manquent pas donc de piquer votre curiosité. Bien entendu, pour ce faire, je suis accompagné de ma vieille branche qui ne cède jamais, de mon vieux pot dans lequel je n'ai jamais trouvé de confiture, et pourtant j'ai cherché. Je parle bien entendu de toi là, mon vieux gagotte, comment ça va ? Ah, ça va excessivement bien et toi ? Ça va très très bien. Nous sommes donc repartis pour une année de plus, et si on continue comme ça, si ça se trouve, on pourra faire, des best-of de nos moments les plus drôles, comme dans Les Enfants de la télé, là, où ils se réunissaient comme des gros bourges et qui faisaient semblant de s'amuser de leur péripéties de l'époque. Ouais, on a déjà quelques casseroles, hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bref, je diverge, comme souvent. Mais revenons à nos moutons avec des blindages, des chenilles et qui tirent des gros obus. Qu'est-ce t'en dis ? Allez. Les tanks. Ah mais qu'est-ce que tu fais là ? Merde, pardon, je jouais à la guerre. J'étais un pilote de tank et je tirais à la fois à la mitrailleuse, tirais des obus et pilotais la machine en même temps. Ouais, je sais, Tout ça en même temps. Ouais, je suis un multitasker, comme on dit dans le jargon. Tu es un joyeux tankiste amateur. Exactement. Ah, les tanks. Les bons gros tanks avec leurs chenilles, leurs blindages donc et leurs armes. Ça fait rêver tous les militaires ou les petits garçons. Oui. Le tank, char d'assaut en français, ou Panzer en allemand. Pas mal l'accent allemand. Ah, très très bien, je sens que tu t'es entraîné. Parce que tu es un peu mon maître à cet effet. Donc, Ya. Donc le Panzer en allemand est une machine de guerre redoutable. C'est un véhicule motorisé, blindé
et monter d'un gros canon pour faire des gros trous dans la peau, ou plutôt exploser des corps pour en faire plein de petits confettis. Bon, désolé pour l'humour noir, mais en même temps, les tanks, ça fait pas de la purée. Enfin si, mais non, mais enfin bref. Ça dépend sur quoi ça roule. Ouais, voilà, c'est ça. Vous comprenez, quoi qu'il en soit, à quoi je veux en venir, mais arrêtez de chipoter, s'il vous plaît. Mais alors, les tanks, depuis quand ça existe ? Eh bien, les premiers modèles nous viennent des Anglais. Ces satanés Anglais. En effet, durant la Première Guerre mondiale, un colonel de l'armée britannique, convaincu de la nécessité de créer un véhicule armé pouvant se déplacer facilement dans des zones boueuses, soumit alors son projet au premier lord de l'amirauté, alors Winston Churchill. Déjà ? Et il était partout. Ah, il est partout. Ah le non, mec. mais Ah c'est non, clair. incroyable. Et il est pas dans Metal Gear Solid, par contre. Ah, oh, Ouais, étonnant. étonnant, tiens. bah ouais, tiens. Le projet fut assez rapidement approuvé et un prototype vit bientôt le jour, mais afin de garder l'ascendant sur l'ennemi, qui était les Boches, et de garder le projet secret, un nom de code fut choisi. Et alors, selon toi, Goth, quel était le nom de ce prototype ? Était-ce Slug, Big Booty, Mark I ou Mother ? Ah, j'y vois un petit parallèle. Je dirais que c'est Mark I. Et c'est une mauvaise réponse. Oh Ouais, je savais que t'allais tomber Moi, dans je le piège. pensais que je connaissais les tanks. Ah, je me déçois. Mais ceci dit, t'étais quand même pas très très loin de la bonne réponse, car en fait, le nom du prototype, c'était Mother. Mais la première série produite était effectivement Mark Les Mark I. I. Voilà, exactement. Allez, un demi-point. Allez, un demi-point. Allez. Ils sont envoyés dès 1915 sur le front de la guerre, mais les résultats sont plutôt mitigés. Trop lourds et lents, ils ont tendance à s'embourber, donc clairement le but recherché n'est pas atteint. D'autant plus que les Français avec le Schneider, bon même si je passe, ça sonne C'est allemand, surprenant comme nom. Oui, ouais, bon, ouais. avec 400 exemplaires, et les Allemands avec le... Alors attends. Le Sturmpanzerwagen, Ya yeah, le Sturmpanzerwagen, oui. avec 20 exemplaires. Mhm. Ah, c'est un peu léger. Eux s'y mettent dès 1916. Alors on pourrait s'étonner du petit nombre de chars allemands, mais à cette époque-là, le commandement allemand ne croyait pas du tout en fait dans ce projet-là, et préférait en fait plutôt chourer les chars aux Anglais directement quand ils en avaient l'occasion. Ainsi, les Allemands utilisèrent plus de chars anglais que leurs propres chars durant la guerre. Donc un peu la douille pour les Anglais, quoi. Oh, c'est super intéressant ça. C'est super intéressant. Bah, en même temps, hein. c'est assez logique, je veux dire, pas besoin de les fabriquer. Bah, malin, les gars. Bah ouais, mon gars. Les Allemands, ceci dit, retiendront la leçon, car c'est en 1940, grâce à leurs chars, que les armées nazies fonceront à travers les Ardennes et prendront de court tout le monde. Ouais. On parle ici de la Blitzkrieg Bop. Pardon pour la déformation professionnelle. Quoi qu'il en soit, ça permettra aux Allemands de faire tomber la France en un peu plus de 6 semaines. Truc de dingue quand même. Hein. Ouais, ils étaient efficaces. Ouais, pas mal. On peut pas leur enlever ça, hein. Ça, c'est ça l'histoire à parler. Bosch, tu travailles de pro. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la marque. Hein. Beauf de France. Depuis, les chars d'assaut sont incontournables dans les théâtres d'opérations militaires. Et alors, à ton avis, Goth, combien de tanks environ y a-t-il dans le monde à l'heure actuelle ? Y en a-t-il 62 000 ? Y en a-t-il 73 000 ? Y en a-t-il 88 000 ? Ou alors 1 milliard, mon gars ? Dans le monde, là, actuellement ? Ouais. Ouais, je dirais 88 000 quand même. Et c'est une mauvaise réponse. Ah, mais c'est pas possible. Non, mais là, je regarde à gauche, je regarde à droite, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? La bonne réponse était 73 000 Ah. environ. Bon, Les ça Ru- reste assez proche quand même. Ouais, mais, ça va. Bah, c'est pour ça, j'ai pris des chiffres qui étaient assez proches, donc il y avait quand même de fortes chances que tu te trompes. Je te remercie. Les Russes sont ceux qui en possèdent le plus, avec l'Armata, mais ce sont les Américains qui ont la supériorité technologique avec leurs tanks Abrams. Mais d'autres pays, comme ceux rattachés à l'OTAN notamment, ne sont pas en reste avec le Léopard allemand, le Challenger britannique et bien entendu le Leclerc français, qui est, à n'en pas douter, le meilleur tank de la galaxie, mon gars. Bien sûr, et c'était un tank qui était excessivement pas cher et qui combattait pour le pouvoir d'achat. Merci. Oui. Ouais, Elle est très bonne celle-là. n'est-ce pas ? Ils étaient tous fabriqués à Landerneau d'ailleurs. Bon, allez, vas-y, continue. Mais à dire vrai, les bons tanks, on s'en fout. Enfin, personnellement, moi, je m'en fous. Parce que nous ne cautionnons pas la guerre ici.
Mais par contre, on adore les projets militaires qui coûtent un max et qui sont des fours complets. Et dont le budget pourrait, je sais pas moi, donner à bouffer ou soigner les plus démunis. Ou les deux, tant qu'à faire. Mais on a des on veut priorités. des tanks, On putain. veut des tanks. Je veux un tank. Parce que des projets pourris, il y en a des bien. Et je te propose d'ailleurs de les deviner. Plus précisément, tu vas m'aider pour ça. Je vais te citer les pays concernés avec leurs tanks. Et tu vas devoir les rattacher à leur description. D'accord. Ok ? Donc je te cite déjà les 4 pays avec leurs tanks. Ok ? Donc on va avoir la Corée du Nord avec le T-34. On va avoir l'Inde avec l'Arjun. Désolé pour la prononciation, mais Bien sûr, l'Arjun, mais là, voilà. on te pardonne, c'est bon. La Nouvelle-Zélande avec le Bob Sample. Ou les États-Unis avec le Dickton Tank. Ok. Ok ? Alors, premier exemple. Pour ce pays, il s'agit du projet de développement de tanks qui a pris le plus longtemps au monde et qui a coûté aussi très cher. Le projet a été lancé en 1974 et n'est entré en service qu'en 2009. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne pas bien et qu'il est extrêmement lourd, plus de 62 tonnes. L'armée n'en veut d'ailleurs pas, mais le gouvernement leur a forcé la main parce que faut bien essayer de rentabiliser quoi. Alors déjà, cette description-là, à ton avis, correspond à quel tank ? Entre la Corée du Nord, l'Inde, la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis ? Étant donné que ça a duré très longtemps, donc ça a été des coûts de développement très importants, et donc il fallait que ce soit un État qui puisse financer ça, quoi. Donc j'hésite entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, et je dirais Dickton Tank, moi je dirais que c'est les États-Unis. Tu vas dire les États-Unis donc ? Ouais. Alors je le note, parce que du coup je te donnerai les bonnes réponses tout à l'heure. Bien sûr. Ensuite, pour ce pays, il s'agit en fait de tanks soviétiques recyclés, très vieux donc, et qui ne devraient même plus servir. Ils ont été plus ou moins réhabilités et peuvent servir, mais à ce stade, c'est vraiment plus histoire de dire qu'on en a qu'autre chose, quoi. Corée du Nord. Corée du Nord, ok, je le note. Alors attends, hop, voilà, Corée, ok. Pour celui-ci, il fut développé par une entreprise qui fabriquait à la base des scies. L'idée était simple, monter une structure blindée sur un châssis de tracteur Caterpillar, mais l'idée n'était belle que sur le papier car c'était en gros une boîte de conserve sur chenille, car il est bien en dessous en termes de capacité technique que la plupart des tanks de son époque. Il servira finalement plus à la revente à l'étranger qu'à autre chose, mais seulement un seul pays répondra à l'appel d'offres, qui ne l'utilisera même jamais en fait, preuve que ce tank n'intéressait personne. Donc là il reste l'Inde. Et la Nouvelle-Zélande. Je vais dire la Nouvelle-Zélande. Allez, on va dire New Zealand, ok. Et pour le dernier, donc a priori tu vas lui rattacher l'Inde, hein, mais bon, ça se trouve peut-être que tu vas décider peut-être que je vais changer d'avis. Oui, je peux encore. Et le dernier fut développé par le ministre du Travail de l'époque de ce pays, qui n'avait aucune connaissance en matière de construction de tanks, et sans plan ni rien du tout, il se mit à la tâche de monter sur un tracteur Caterpillar, encore une fois. Là, il y a un pattern hein, quand même. Hein. Ouais, et il se mit donc en projet de monter sur un tracteur Caterpillar des plaques de fer soudées entre elles. Encore plus que pour le modèle d'avant, le véhicule ne servait littéralement à rien, et seulement 3 exemplaires furent créés. Je vais dire le tank Arjun en Inde, du coup. Ouais. Ouais. Du coup, ça te paraît cohérent ? Ouais, là, je pense qu'on est à peu près bien. Alors, laisse-moi voir. Donc, du coup, tu n'as qu'une seule bonne réponse. Oh Ouais, qui était l'exemple de la Corée du Nord. Donc ça, Qui c'était récupérait les tanks soviétiques. Bon, ça, ouais, mais Voilà. en fait, c'est la seule sur laquelle j'étais à peu près sûr. bon. Ouais, non, mais en plus, c'est cohérent, tu vois. Ouais. Mais alors, pour le coup, pour le tank qui a été très long et qui a coûté très très cher à développer, c'était l'Inde. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Ouais, c'est... Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ouais. Ouais. Ensuite, le tank fabriqué par une entreprise qui fabriquait des scies. scies, c'était les États-Unis, avec le Dickton Tank. D'accord, Ouais. ok. Et le tank fabriqué par le ministre de l'époque, en fait, c'était Bob Sample, le Premier ministre. De Nouvelle-Zélande, donc. Oui, ouais, du ministre du d'accord. Travail. Ah, et le mec, il a carrément donné son nom, quoi. Ouais, le Genre. melon, quoi. Ouais. En Ouais. moi, j'aimerais bien avoir un tank à mon nom. Ouais, c'est ça. pas mal, hein. Ouais. Putain, j'ai failli balancer ton matricule, mon gars. Vous ne jouerez pas comme ça. Et pour finir ce sujet, très riche. Ah oui, alors là, on sent que t'as passé autant de temps que Metal Gear. Ah ouais, ça c'est sûr, on est d'accord. Ouais. Je vais balancer quelques infos en vrac sur ce sujet donc.
Sais-tu pourquoi on appelle les tanks des tanks? Oui. Alors dis-moi. En fait, c'est parce que tank en anglais, ça veut dire réservoir. Voilà. Donc au final, c'est comme ça qu'ils le voyaient. C'est un gros réservoir avec des chenilles et un canon, quoi. Ouais, mais il y avait une raison pour ça. Ah, alors, j'espère que tu vas me la dire. Alors, du coup, l'idée était de garder le projet secret. Et en fait, pour éviter justement que les espions, en apprennent un peu trop, tout ça, parce qu'évidemment, il y avait des histoires d'espionnage déjà à l'époque, les Anglais utilisèrent ce mot pour faire croire qu'il s'agissait en fait de citernes mobiles afin de ravitailler les soldats sur le front en eau, tout simplement. Ce qui n'est pas complètement incohérent en plus, donc comme couverture, c'est top. Bah ouais, carrément. Savais-tu qu'à la base, les tanks étaient femelles ou mâles? Ouais. Non mais attends, parce que là du coup j'ai l'image d'un tank qui grimpe sur un autre pour se reproduire. J'ai la même image quand j'ai découvert l'info. Et là le mâle s'approche de la femelle. Et oui, effectivement, les mâles. Pourquoi donc il y a une distinction, c'est que les mâles en fait étaient pourvus de canons, évidemment, alors que les femelles, elles, n'avaient que de on sent que ça a été fait par des beaux gros dudes. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, parce qu'il a une bite. Alors que les femelles, elles, n'avaient que de faibles mitrailleuses. Voilà. Oh. C'est beau quand même, hein. On allait jusque-là pour bien signifier quand même que les mâles, c'est plus fort. Ouais, bien sûr. Ouais. Puis ça fait boum. Mais bon, depuis on a abandonné le truc parce qu'en fait maintenant les tanks ont des canons et des mitrailleuses, donc ce sont des androgynes. Quelque part, tu vois. Hein. Évolution. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et enfin, on peut bien évidemment parler du premier tank de l'histoire, même si c'en est pas vraiment, mais on l'appelle comme ça, c'est le tank de Léonard de Vinci. Mais, oui, c'est le premier qui ressemblait d'ailleurs à une espèce de tipi en bois. Alors, effectivement, c'était... moi, personnellement, quand j'ai vu les modèles, parce qu'il y a eu une équipe qui l'a reconstitué il y a quelques années, ça ressemble à une soucoupe volante. Voilà, c'est ça ressemble plus à une soucoupe volante, ouais. Exactement. En même temps, à l'époque à laquelle il a fait ça, bon... Bah, c'est clair. Mais ceci dit, par contre, c'était assez ingénieux, bon, même si ça fonctionnait pas du tout, en fait, parce que donc, en gros, il s'agissait d'un genre de soucoupe avec un toit en forme de cône et qui était muni de canons tout autour. Donc ça pouvait tirer à 360 degrés, quoi. Le véhicule était muni de roues qui étaient actionnées par des hommes, mais le projet était beaucoup trop ambitieux et était surtout trop lourd et pas du tout mobile. Imagine, t'as la grande chance d'être le gars qui pédale. Ah là, t'es content. Ouais, non, puis en plus, c'était à la force des bras qu'ils actionnaient les roues. Des bras. Ouais, et il fallait 4 hommes pour déplacer le véhicule. Ah, donc en gros, t'avais 4 mecs qui ramaient à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça, qui était en fait avec des espèces de leviers comme ça pour faire bouger les roues. Ah, quoi, comme gros, sur quoi. une drésine, là, Ouais. genre, ils pompaient, quoi. Exactement, quoi. Ah, et sauf qu'en fait, il fallait que le terrain soit absolument plat. Parce que dès que t'avais une côte, laisse tomber, c'est même plus la peine, quoi. Oh, il n'y avait pas de dérailleur, genre tu mettais une vitesse plus simple. Et, ouais, tu vois, puis genre, surtout, t'imagines, toi, tirer des canons à l'intérieur d'un truc comme ça. Enfin, genre, ça devait être l'enfer sur Terre. Non, mais quoi. l'enfer, ouais, genre il fait 72 degrés à l'intérieur. C'est clair, ouais. c'est clair. Et puis, mais par contre, l'idée qui était plutôt bonne, c'était le toit, donc en forme de cône. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, ça déviait en fait les tirs. Notamment des flèches, tu vois, ou autres, par exemple. Des flèches, ouais, ou même des premières arquebuses. Ouais. Ouais, limite, oui. Tu vois, oui. ça, c'était pas con. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc ça n'a jamais été utilisé ever, quoi. C'est juste resté un prototype, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. C'était un sujet léger. Mais c'était très intéressant. Mais oui, c'était un sujet léger sur ces lourds tanks. Oh, c'est beau, tu Oh dis. là qui, malgré des débuts tumultueux et beaucoup d'échecs, sont devenus des incontournables de toute guerre qui se respecte et qui a surtout drastiquement changé la façon de penser la stratégie militaire. Quoi qu'il en soit, ça reste malgré tout une machine de mort qui a le potentiel de faire de véritables boucheries. Je vous laisse maintenant avec le second sujet. qui n'a rien à voir avec tout ça. Non, qui, je n'en doute pas, une seconde vous captivera. Alors ouvrez grand vos esgourdes. C'est pas la mienne, c'est pas la tienne, c'est l'arrêt de Gilles. Gilles de Rais, je sais pas pourquoi, mais d'entendre ce nom, ça m'évoque pas du tout un seigneur du XVe siècle, mais un auteur lui-même dans un livre, puisqu'il s'agit de Gilderoy Lockhart, ou dans la tête du petit goth de début 2000, Gilles de Roy Lockhart. Ah bah ouais. Eh bah oui, évidemment. quand tu lis le bouquin, tu fais pas... voilà.
Alors- mais attends, excuse-moi, on a tous les deux été un peu sur la même longueur d'onde parce que bonjour, bonsoir, Préolard, Gilderoy Lockhart, mais que se passe-t-il? Ah mais non, mais c'est parce qu'on est interconnectés, Ah, tout putain, mais oui, simplement. évidemment. Parce qu'évidemment, on ne se consulte pas avant d'écrire nos sujets, ça c'est de notoriété publique. On est d'accord. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que Harry Potter vient faire là-dedans? Eh bien, comme ça déjà, mon introduction est pliée. Et aussi pour te rappeler de réfléchir à ce dont on avait parlé, tu sais, la création d'un univers étendu qui se situerait dans un lointain futur où aucun espoir n'est permis et où des guerriers en armure portent des robes de sorciers et se tabassent à coups de balai. Ah oui, bah Warhammer 40 000. Mais non, Harry Potter 40 000. Ah, mais évidemment. Mais oui, évidemment. Enfin, je n'en ai aucun souvenir, mais D'ailleurs, d'accord. je pense que ça va être le crossover de 2025. Faut que j'envoie un mail à Henry Cavill. Faut Mais oui, qu'il fasse quelque chose. grave. Ouais, dans le rôle de Dumbledore, il serait parfait. Ah, je pense. Ouais. Ah, à l'évidence. Ouais. À l'évidence. Avec ses gros muscles. Bon, alors, Oui, revenons ou au pardon, sujet. oui, Gilles de Rais. Alors, Gilles de Rais, qui c'est que c'est? Alors, Gilles de Montmorency-Laval, plus connu sous le nom de Gilles de Rais, est né dans la petite ville de Champtossé-sur-Loire, en Anjou, à une date inconnue. Sa naissance a été située de manière variable entre 1396 et 1406. Donc, il grandit au sein d'une famille aristocratique en Bretagne. Tout se présente bien. Vraiment, jusque-là, tout roule. À son adolescence, en 1415, malheureusement, les choses prennent une autre tournure. Gilles et son frère René se retrouvent orphelins quand leurs parents meurent subitement. Les deux enfants sont élevés par leur grand-père maternel, Jean de Cran. Ce dernier leur donne une éducation que l'on peut qualifier de déplorable. Un biographe de Gilles de Rais, Georges Bataille, écrit que Jean de Cran était un homme violent et sans scrupules, qui laisse Gilles libre de faire à sa guise en lui mettant son exemple sous les yeux. Il lui enseigne à se sentir au-dessus des lois. Un papy full valeur. Ouais. Alors, à 15 ans, il se jette à corps perdu déjà dans les batailles et les guerres qui éclatent à cette époque-là, parce qu'on est en pleine guerre de 100 ans contre les Anglais. Ah. Salaud. Donc il fait malgré tout preuve d'énormément de courage et de bravoure, et il hésite même pas à se lancer en premier pendant les assauts, quoi. Badass. Ah ouais. Il a pas Mec, peur. ouais. En même temps, à 15 ans, t'as pas encore... Ouais, t'as pas T'as toutes tes pas neurones peur, qui t'as sont pas là. peur, voilà. T'as envie d'impressionner les meufs surtout. Bah, ah donc, Attends, oh. il faut voir en plus que pendant cette guerre, il fallait vraiment tuer l'adversaire par tous les moyens. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on fait pas de prisonniers parmi les soldats capturés. Hein. Ceux qui se rendent, ils sont pendus sur place. Allez. Voilà, pas de Stylé, perte de j'ai temps, envie de pas de... Voilà, il y avait une légère animosité générale. Ah ouais. Alors, il est difficile de parler de Gilles de Rais à cette époque sans parler de Jeanne d'Arc, qui n'est d'ailleurs pas une proche compagne de Gilles de Rais comme on a tendance à l'imaginer. Il est dit que Gilles avait une admiration pour Jeanne parce qu'elle représentait la pureté incarnée à ses yeux, mais c'est à prendre avec des pincettes. J'ai même pas pu trouver ça de manière confirmée. Ils ont pas mené des batailles ensemble quand même? Si. Ah, en fait, ok. en réalité, Gilles, il faisait partie des dizaines de commandants qui se trouvaient dans la même armée que Jeanne. D'accord. Mais les deux sont à peine mentionnés ensemble dans les témoignages oculaires de l'époque. C'était pas nécessairement des potes, quoi. Bon, il y a bien une fois... Au chalet. Il y a bien une fois où il était aux prises avec des soldats anglais durant le siège d'Orléans. Et il l'aurait du coup appelé à l'aide. Il aurait dit « Jeanne, au secours !» J'en étais sûr. Je le Et savais. d'ailleurs, au sujet de Jeanne d'Arc, Sam, Oui. laquelle de ces informations est fausse? Elle ne s'appelle en réalité pas Jeanne d'Arc. Elle a tabassé une prostituée. Je suis sûr que c'est vrai ça. Elle faisait un excellent risotto. Elle n'a pas été brûlée pour sorcellerie. Attends, la question c'était quoi? Laquelle est fausse? Ah bah qu'elle faisait un excellent risotto. Effectivement, l'histoire ne le Ouais, dit pas. bah oui. L'histoire ne dit pas si ça se trouve, elle faisait un excellent risotto, Ouais, mais ça, ça, on saura jamais. C'est un des nombreux mystères d'ailleurs sur elle. Mais donc effectivement, elle s'appelait pas Jeanne d'Arc, son père s'appelait d'Arc, mais comme la pucelle elle-même l'a déclaré lors de ses interrogatoires menés par l'évêque Cochon avant qu'elle soit exécutée, dans son pays, les filles portent le nom de leur mère. Donc elle ne s'appelait pas Jeanne d'Arc. Oh, ok. Elle a effectivement tabassé une prostituée. Alors dans l'histoire, le roi avait offert une épée à Jeanne, et selon le duc d'Alençon, qui a témoigné, elle la brisa sur le dos d'une prostituée qui traînait parmi ses troupes à Saint-Denis. Putain, mais... Elle a pété l'épée sur le dos de... Alors j'ai trouvé une enluminure qui montre... Tu la vois poursuivre une femme au milieu des soldats.
Putain, mais c'est qui cette bonne femme? C'est une des héroïnes de l'histoire française, elle? Ouais. Ah ouais, ok. Et donc, elle n'a pas été brûlée pour sorcellerie parce que censément elle entendait des voix, mais en réalité parce qu'elle portait des habits d'homme. Et ouais. Ah bah le péché capital. Hein. Eh oui. Durant son procès de 1431, pour finalement réussir à la condamner, le procureur s'est reposé sur le Deutéronome 22.5 de la Bible qui dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. » Putain, mais quelle absurdité, quoi. Le Moyen-Âge. C'est magnifique. Alors en 1429, donc à ce moment-là, Gilles, pour revenir à Gilles. Oui, on va faire Gilles. un petit aparté sur Jeanne. Gilou. Ce sacré Gilou. Donc il a 23 ans, et il est fait maréchal de France, donc un très 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 haut grade, pour avoir combattu bravement aux côtés de Jeanne d'Arc et levé le siège d'Orléans. Il figure d'ailleurs à la gauche du roi Charles VII lors de son sacre à Reims, donc il pèse. Et cette même année, son épouse Catherine de Thouars lui donne une fille, Marie. Gilles est à ce moment-là au sommet de sa gloire, aussi bien dans sa carrière militaire que dans sa vie de famille. Voilà, il pèse dans le game, tout est parfait. Tout est nickel. Mais le rêve ne dure pas. Oh. Son grand-père, Jean de Cran, donc le papy génial, Ouais. donc il meurt le 15 novembre 1432, donc 3 ans après. Gilles, alors âgé de 28 ans, donc il est propriétaire de nombreux châteaux dans l'ouest de la France. Et il commence à dilapider son immense fortune et étale sa magnificence en organisant des pièces de théâtre aux décors et aux costumes somptueux. Bien sûr, tout ça, c'est hors de prix. Et malheureusement, son fastueux train de vie l'oblige à mettre en vente ses terres et l'ensemble de ses biens. Et là, il commence à être hanté par une idée. Il faut absolument qu'il retrouve sa fortune. Et pour ce faire, il va se tourner vers une science très très en vogue à l'époque, l'alchimie et la transformation du métal en or. Waouh. Ça devient très intéressant. Là. Et d'ailleurs, Sam, Oui. tu n'es pas sans savoir que la pierre philosophale est au cœur de l'alchimie. Mhm. Mais au-delà de changer les métaux vils en or, est-ce qu'elle pourrait rendre immortel, guérir les maladies, décorer ta cheminée ou apparaître dans un miroir? Je pense que apparaître dans un miroir, ça fait référence au miroir du Reset dans Harry Potter. Donc ce n'est pas ça. Donc je dirais que la bonne réponse c'est la première, celle qui donne la vie éternelle, c'est ça? Oui. Ouais, je veux dire ça. Et c'est une bonne réponse. Yeah. Et là, je t'ai contre-piégé puisque toutes les réponses étaient bonnes. Ah bon? Et oui, parce qu'elle peut rendre immortelle, elle guérit les maladies. Si tu la mets sur ta cheminée, ça décore. Et effectivement, si tu souhaites l'avoir mais l'utiliser à des fins non personnelles, si tu ne veux pas l'utiliser à des fins personnelles, elle apparaîtra dans un miroir. Ah mais tu m'as eu quoi. Je t'ai eu Tu m'as quelque part un peu brisé une épée sur le dos quoi. comme si tu étais une prostituée. Alors à partir de ce moment-là, donc Gilles se lance en cachette dans l'étude des sciences occultes, de la magie et de l'alchimie. Il fait aussi venir au château de Tifauge des transmutateurs, donc c'est ce qu'on appelle les alchimistes qui cherchent à transmuter les métaux. Et donc dans l'idée de réaliser l'impensable, transformer le métal en or. Mais toutes ces tentatives radent les unes après les autres, le plomb reste du plomb. Il finit donc par se convaincre qu'il n'est possible de réussir sa quête de l'or sans l'aide de Satan. Ah. Il s'essaye donc au satanisme. Il invoque les esprits, il fait appel aux démons. Il accueille en sa demeure François Prélati, un jeune Florentin de 23 ans, considéré comme le maître de la magie et grand invocateur de démons. Putain mais attends, Non, mais on est dans une partie de jeu de rôle là ou quoi, c'est là Donjons et Dragons là. Ouais. Là on y est. Alors Gilles se prend rapidement d'amitié pour Prélati et tous deux vont tout faire pour entrer en contact avec les démons et Satan. Et pour son nouveau pote sataniste, c'est simple, il faut que Gilles cède son âme ou commette des crimes. C'est donc à partir de cette même année 1432 qu'il débute ses crimes en série à caractère pédophile et sadique. Ça a de la fête. Pour sa première victime, Gilles s'attaque à un petit garçon. Lors du procès, Gilles et ses compagnons n'ont pas été capables de donner son nom ni son âge, mais les sévices qu'ils lui ont fait subir ont été relatés. Après l'avoir kidnappé, Gilles de Rais et ses complices lui tranchent la gorge, lui arrachent le cœur et les yeux, lui coupent les poings et le présentent au diable en offrande. Mais ce dernier ne se manifeste pas.
Oh. Mais bon, il va pas se démonter pour autant, Gilou, c'est un tenace. À partir de là, son mode opératoire est le suivant. Il envoie ses hommes de main, principalement ses valets, Henriette et Poitou, pour enlever de jeunes garçons et filles de la région de manière discrète, soit en prétextant leur offrir du travail, le logis et bien sûr la protection du baron de Ray. Et du coup, pendant 8 ans, les habitants de l'Anjou, de la Bretagne et du Poitou vivent dans la terreur. Des enfants disparaissent sans aucune trace de leur corps et personne n'arrive à l'expliquer. Des légendes se créent, comptant qu'il s'agirait de méchantes fées ou de génies malfaisants. Eh ouais, il n'y avait pas TikTok pour s'occuper, faut trouver des histoires. C'est fou, quoi. La population cherche des explications à la disparition de ces enfants. C'est normal. Normal. Ce qui devait être au départ des crimes commis pour Satan se transforme finalement en véritable barbarie pure. Le maréchal ne se contente plus de tuer ses victimes, il leur fait subir les pires sévices, les viols, les tortures, pour finalement les égorger ou les étrangler. La jouissance de Gilles réside en effet avant tout dans le plaisir qu'il éprouve à voir le sang s'écouler, et à observer très exactement ce passage de la vie à la mort. Il est dit qu'il lui importait moins de jouir sexuellement que de voir la mort à l'œuvre. Ça va, tu... Ouais, alors ça me captive, mais je suis dérouté, quoi. Ouais. Alors du coup, pour ponctuer ça, je vais te lire un témoignage qui est attribué à Henriette et Poitou, donc les valets de Gilles de Rais durant le procès. J'attendais ça avec impatience. Le dit Gilles de... Alors c'est en vieux François, hein, donc... Le dit Gilles de Rais, quelquefois, se vantait d'avoir une plus grande délectation à tuer et à égorger, ou à tuer lady garçons et filles, à les voir languir et mourir, à couper leur tête et leurs membres et à voir le sang, que d'exercer la luxure sur eux. Après l'incision de la veine du cou et de la gorge des 10 enfants ou d'autres parties du corps, et lorsque le sang coulait, et aussi après la décapitation, pratiquée comme il est dit ci-dessus, ils s'asseyaient parfois sur leur ventre, en se délectant à les voir mourir ainsi, et s'asseyaient de biais pour mieux voir leur faim et leur mort. Oh la vache! Voilà. On est en présence de quelqu'un lourd, de franchement très sympa. Gilles utilise ensuite le sang des enfants pour écrire des grimoires et formulations. Les corps finissent démantelés, brûlés dans les grandes cheminées des châteaux de la famille ou entassés dans les latrines. Ah la vache. Donc la population ça va Je savais que c'était un gros dégueulasse, mais ces détails, ouais. C'est pas mal, hein. C'est... Ouais. Génial. Enfin, extrêmement intéressant. C'est ça que je voulais dire, pardon. Alors, la population se rend vite compte que les enlèvements ont lieu dans un territoire bien défini, celui qui se trouve sur les terres du baron Gilles de Rais. Mais toutes les plaintes restent secrètes et sans conséquence, parce que quel paysan irait se révolter contre le puissant Gilles de Rais ? Parce qu'il reste quand même un mec qui pèse, quoi. Bah ouais, c'est clair. Il y a limite crime de lèse-majesté, tu ne vas pas l'accuser comme ça, quoi. Mais l'étau finit malgré tout par se resserrer autour de Gilles de Rais. Toutes ces disparitions remontent à Jean Malétroit, évêque de Nantes, qui envoie des enquêteurs. Ils vont rapidement faire le rapprochement parce que Gilles de Rais fait kidnapper ses victimes au fil de ses déplacements entre ses domaines. Donc entre le château de Machecoul, le château de Tiffauges, le château de Champtossé et son hôtel de la Suze. Donc ils ont réussi à C'est faire là des qu'on a inventé la corrélations, quoi. Suze. La Suze. Ah ouais? Il a l'hôtel de la Suze. Ok. T'as déjà goûté de la Suze d'ailleurs? Peut-être, je suis même pas sûr honnêtement. J'ai jamais goûté, on m'a toujours dit que c'était vraiment pas bon. Bah je sais pas, ma mamie en avait, je crois. Ouais, mais ça c'est un truc que t'as souvent ouais. souvent dans la bouteille, il y a de la poussière dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, il est finalement arrêté par le capitaine d'armes Jean Labbé le 15 septembre 1440. À ce moment-là, il a 35 ans. Ce qui, à cette époque, est l'âge de départ à la retraite à peu près. À peu près. Donc quoi, on a quand même, voilà, de quoi on se plaint, quoi. Alors, au tribunal, Gilles de Rais confesse tous ses crimes. Il raconte ainsi l'agonie vécue par tous les enfants, enfin ceux dont il se souvient, devant les parents en détresse. À la fin, il tombe sur ses genoux et implore « Gardez-vous donc, père de famille, d'élever vos enfants dans les délicatesses de la vie et les douceurs funestes de l'oisiveté. Car des excès de la table et de l'habitude de ne rien faire naissent les plus grands maux. L'oisiveté, les mets délicats, l'usage fréquent des vins capiteux sont les 3 causes de mes fautes et de mes crimes. » Un peu facile, hein. Et vous, parents et amis des enfants que j'ai si cruellement mis à mort, vous qui que vous soyez, contre qui j'ai péché et à qui j'ai pu nuire, présent ou absente, en quelque lieu que vous soyez, je vous en prie à genoux et avec larmes, accordez-moi, donnez-moi votre pardon et le secours de vos prières. Mais le mec,
aucune race. Hein. Ah non, c'est non. clair. Et en plus, il justifie ça genre ouais, mais c'est parce que j'ai trop mangé, j'ai Ouais. trop bu. J'ai mangé Oh. trop de viande et bu trop de vin Oh rouge. là là, dis donc. Bah tiens, mais mon gars, tout est, tout est c'est- pardonné. Oh mais il a juste bu trop de muscat. Oh voilà, ça va, c'est pas grave. C'était pas de sa faute. Non mais le Et- scandale quoi. Et alors au final, Sam, combien d'enfants ce cher Gilles a-t-il tué? Ah. Entre 50 et 100, entre 200 et 400, autour de 800, ou aucun. En fait, il écoutait juste du Slayer dans sa crypte. Même si j'aimerais bien croire que la dernière réponse est la bonne, mais déjà entre 50 et 100, c'est beaucoup. Hein. Donc je vais dire 50 et 100. C'est une mauvaise réponse. Oh, En fait, putain. c'est autour de 800. Mais Alors, t'es c'est sérieux quoi? alors c'est une estimation haute. Ouais. Parce que c'est difficile à dire, parce qu'il il tenait pas un registre, hein, évidemment. Bah ouais. Même les historiens sont pas forcément d'accord entre eux non plus. Gilles lui-même, il l'ignorait pendant son procès. Récemment encore, on retrouvait des traces de ses crimes au château de Tifauges en 1889, donc 400 ans après. Un médecin a découvert une oubliette où étaient entassés des os et des crânes d'enfants. Donc, on n'a pas réussi vraiment à définir un nom, mais donc c'est vraiment l'estimation haute. Et c'était quoi la période de temps? Une dizaine d'années. Putain la vache quoi. Ouais. Donc, et encore, non, moins que ça, parce que du coup, c'était en 1440, et vraiment, il a commencé... 8 ans. C'est ça, en 8 ans. Il a pas chômé, hein. Productif. Hein. Ah, très C'est très le moins qu'on productif. puisse dire. Ah ouais, bah en même temps, il avait un staff qui s'occupait de ça pour lui, hein, donc c'était vachement plus simple. Et donc, le 25 octobre 1440, le tribunal l'excommunie et le condamne à la pendaison, puis au bûcher, accompagné de ses compagnons de crime, donc ces deux valets, donc qui l'ont aidé tout du long. C'était les principaux quoi. témoins, s'ils étaient Ouais. présents absolument. Ouais, puis tout. complice des crimes aussi quoi. Complice des crimes. Ouais. Il fait appel de la décision d'être excommunié parce que pour lui, il est resté pieux et ne devrait pas se voir refuser l'accès au paradis. Gonflé le gars. Ouais, c'est clair. Là-dessus, l'évêque refuse. Il a par contre demandé à ne pas voir son corps détruit par les flammes et d'être porté en terre. Et ça, c'est passé. On lui a accordé. Parce que c'était un aristocrate. Et donc du coup, c'est passé. Le lendemain, à 9h, il est conduit au gibet avec ses deux fidèles valets. Donc là, on parle d'un gibet qui est vraiment construit au-dessus d'un bûcher. D'accord. Et donc, c'est raconté de cette manière. La flamme brûla bientôt la corde à laquelle se balançait le supplicié, dont le corps retomba sur le brasier. Avant que le feu l'eût dévoré, les femmes l'enlevèrent, le levèrent et le placèrent dans le cercueil que les moines emportèrent, suivis par elles à l'église Notre-Dame des Carmes, avant que plusieurs demoiselles eurent gardé en souvenir du repentir du maréchal quelques fragments du cadavre. Eh ben. D'ailleurs, du coup, il a été inhumé au monastère des Carmes, qui était le lieu où reposent les personnages les plus célèbres et les plus vertueux de la Bretagne. T'es sérieux? Ironique. Ah bah complètement quoi. Donc voilà pour mon résumé de la vie du premier serial killer recensé de l'histoire, qui s'avère en plus être bien sûr français et breton. Cocorico, mon gars. Encore une fois, la gloire. Ah, la Bretagne, ça vous gagne. Et vraiment pour finir, alors je vous informe que la ruine du château de Tifauges en Vendée, donc un des anciens domaines de ce cher Gilou, est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les samedis et dimanches de 14h à 19h. Comptez 8 € l'entrée par adulte, pour les moins de 12 ans, c'est gratuit. Oh mon Dieu! Nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés durant nos recherches, et où on partage aussi des petites choses sur les sujets de l'autre gars de l'émission. Bah ouais. Alors Évidemment. du coup, t'as quoi, toi? Moi, le seul truc dont j'avais pas parlé, c'était l'histoire de Marvin Heemeyer et son Killdozer. Ça te parle ou pas mais bien sûr. de ce fait divers qui s'est passé en Ouais. 2004 aux États-Unis. Ouais, faut à la limite qu'on fasse un épisode là-dessus. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ouais, enfin bon, pour le coup, je vais en parler quand Mais même. bien sûr. Mais peut-être qu'un jour quelqu'un nous tirera ce sujet-là, effectivement, on sait jamais. Mais c'est un gars, en gros, un Américain qui avait des démêlés avec la justice pour une histoire de droit de passage, en gros, avec une c'est rien du entreprise. tout à la base. Hein. Ouais, c'est vraiment rien du tout. Mais sauf que le truc, c'est que le mec, il a fait des recours en justice pour se faire octroyer ce droit de passage qu'il n'a jamais eu. Et le mec, en fait, vénère comme tout, frustré des décisions de justice.
Il s'est acheté un bulldozer, il l'a blindé avec de l'acier et du ciment, il a monté des mitrailleuses sur son tank et il a entrepris de détruire sa ville, quoi, en gros. Quoi. Bah, en fait, non, son but c'était même de raser les maisons des gens qui avaient. En fait, précisément, il voulait détruire l'entreprise qui lui bloquait le passage à la route. Il voulait détruire les bâtiments publics, donc la mairie, tout ça, machin. Il a réussi d'ailleurs. Et il voulait détruire les médias qui avaient couvert l'affaire et qui souvent lui avaient donné une très mauvaise image. Donc voilà. Et sauf que en fait, le gars, il a tout pété sur son chemin. La police a essayé de l'arrêter, sans succès. La garde nationale a été envoyée. Un hélicoptère Apache lui a lancé un missile anti-char dessus. Il a pas bougé. Ça a partiellement détruit le blindage. Mais ceci dit, en fait, ce qui l'arrêtera, c'est le fait qu'à un moment, il a foncé dans un bâtiment, les décombres en fait ont bloqué le tank. Il pouvait plus déplacer son tank. Il s'est suicidé en fait dans son tank tout simplement, quoi. Voilà. Et bon, à part lui, personne n'est mort dans l'affaire. Mais bon, par contre, ça a coûté. Il a ravagé la ville. Ah ouais, ça a coûté des dizaines de millions de dollars de réparation, quoi. Enfin, 10 millions de dollars de réparation précisément, quoi. Mais ouais, donc voilà pour la petite histoire du tank, un tank d'amateur quelque part. Oui, voilà, c'est un tank fait maison. Ouais, mais bon, qui casse tout quoi quand même sur son chemin, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'avais à rajouter sur Gilles de Rais ? Alors déjà, je tenais à faire un disclaimer. Gilles de Rais n'a rien à voir avec Odile de Rais. Je préfère. Ouf. Voilà. A priori, ils n'ont pas aucun lien. Il est fils unique. Ouais, ok. Ah bah non, il a un frère. Mais enfin bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ça s'appelait René, c'est ça ? Non. René de Rais. René de Rais. Ouais, exactement. René de Rais. Vas-y, répète-le encore. René de Rais. Ouais. René de Rais. Ok, d'accord. Alors, le truc, c'est que c'est un sujet extrêmement vaste. J'ai dû vraiment résumer la vie de ce cher Gilou. Parce que, voilà, rien que tu prends juste sa page Wikipédia, c'est absolument énorme. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir vous parler plus du procès de Gilles de Rais. Il y a un site qui s'appelle ledroitcriminel.fr qui a littéralement un compte-rendu intégral de tout le procès, avec tous les témoignages, avec tout. C'est hallucinant, c'est trop bien. Mais je pouvais pas me permettre de vous parler de tout ça parce que c'était vraiment extrêmement dense. Il faut noter également que Gilles de Rais ressemble au chevalier de Pardaillec dans la parodie des Inconnus. Il lui ressemble excessivement, il ressemble à Bernard Campan, en fait. Ok. Voilà. Il y a aussi le fait que l'histoire de Gilles de Rais a inspiré Barbe Bleue. C'est de lui que ça vient, en fait. Et je peux pas en parler plus parce que je n'ai jamais lu Barbe Bleue. Je connais pas l'histoire. Ouais, toi non plus ? Non. Et du coup, vous qui nous écoutez, j'espère que vous connaissez Barbe Bleue parce que l'histoire, censément, s'inspire de Gilles de Rais. Et alors, surtout, et c'est probablement un des points les plus importants, mais que du coup, pareil, par manque de temps, je n'ai pas pu aller plus loin là-dedans, mais il y a eu un procès en réhabilitation qui a notamment a eu lieu en 1992 pour carrément mettre en avant le fait que Gilles de Rais n'était absolument pas un tueur en série, que tout ça a été monté de toutes pièces et que ça a été monté par le clergé pour le faire tomber. Parce qu'il faisait chier le clergé d'une certaine manière. Peut-être. Du coup, je vais pas m'avancer plus parce que j'ai pas. Mais qu'il y a vraiment eu énormément de gens et encore maintenant qui défendent le fait que ce n'était absolument pas un tueur en série. Ouais. Mais bon, quand tu regardes le reste des éléments historiques, c'est difficile quand même de le prouver. Mais je vais pas m'aventurer là-dedans parce que j'ai pas les éléments. Mais moi, du coup, ce personnage-là, parce qu'avant que tu traites le sujet, je m'étais un peu intéressé à l'époque par. Juste curiosité, quoi, mais sans plus que ça, quoi. Mais par contre, moi, ça me fait penser à d'autres personnages historiques, comme Vlad Tep, le personnage qui a inspiré Dracula. Ah oui, Vlad l'Empaleur, ou la comtesse de Bathory. Ah la vache, c'est un peu le même genre d'histoire, quoi. Sauf que elle, c'est pareil, elle a eu un procès en réhabilitation parce qu'en gros, la légende, l'histoire dit qu'elle enlevait des vierges, des gamines en fait, et qu'elle les saignait pour se baigner dans leur sang, pour ainsi conserver sa jeunesse ou un délire comme ça, quoi. Et en fait, il y a quand même une incertitude par rapport à la vraie histoire, quoi, parce que est-ce que c'était du coup un coup monté, peut-être d'autres aristocrates locaux qui essayaient de la faire tomber, ou du clergé peut-être, ou truc comme ça, quoi. Mais bon, en tout cas, Gilles de Rais, à mon sens, il rejoint un peu ce genre de figures qui ont vraiment existé, mais qui sont aussi des figures mythiques aussi, parce qu'il y a quand même une grosse part peut-être de légende aussi qui entoure, parce qu'il y a fantasmes. C'est ça, et il faut quand même prendre en compte le fait que
malgré tout, à ce moment-là, donc il était quand même très très jeune, et il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un énorme héros de guerre, c'était un héros de la France, quoi. C'était vraiment genre... Et à cette époque-là, il était intouchable. Ouais. Et donc, est-ce que des gens ont cherché à le faire tomber? Est-ce que tu vois... Bon, voilà. Une Là, conspiration pour trouver un moyen de... Ouais. n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et du coup, pour parler des tanks, il se trouve que c'est quand même une assez belle coïncidence puisque j'ai conduit un tank. Eh oui. Et ouais, dans les montagnes Wicklow, hein, tu peux t'inscrire sur le site tank.ai. J'ai été conduire donc alors c'est pas vraiment un tank avec un canon et tout ça, c'est un véhicule de transport de troupes britannique des années 60. Est alimenté par 2 moteurs Rolls-Royce, donc j'ai à la fois conduit un tank et une Rolls, mon gars. Yeah. Et en fait, moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est à quel point c'est facile de conduire un tank. Ouais. Au final, t'as 2 leviers, chacun contrôle une des chenilles, donc tu mets les 2 vers l'avant, t'avances, les 2 vers l'arrière, tu recules ou tu freines, et si tu mets les 2 dans 2 directions différentes, bah tu tournes. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, moi j'ai fait ça sur un terrain avec en plus il y avait de la boue, il avait plu avant, donc moi j'ai fait déjà vous avec mon tank là, ce que tu peux drifter avec un tank. C'est possible. Et j'avoue, c'est une expérience assez rigolote. Ouais, je suis juste plutôt fandard. Ouais. Non, c'est vrai que t'as un sentiment de puissance quand tu conduis ce machin, je te raconte pas. Hein. Bon, en même temps, il y a pas grand chose qui peut t'arrêter. Moi je te dis, j'avais les 2 manettes en main. J'avais envie d'envahir la Pologne, tout de suite. Ça a pas fait un pli, tout de suite. Les mythes. Ya. Alors, parlons d'ailleurs de ça. Arnold Schwarzenegger. Oui. Lui, il a fait rapatrier son tank. Et je voulais en parler. Ah, mais vas-y, je t'en prie. Mais non, mais en supplie, fait, parce que j'ai vu le documentaire Netflix qui retraçait sa vie, en fait. Ouais. Et le mec, en fait, alors, tu parlais de rapatrier un tank. Alors, moi, je sais pas si c'est une histoire de... C'est juste que lui, en fait, sur son domaine, quelque part en Californie, là où je sais pas où, il a une espèce de véhicule militaire, mais qu'il utilise pour son loisir, en fait, quoi. Ah non, il a vraiment fait rapatrier le tank dans lequel il a fait son service militaire. Ah, d'accord, c'est son tank. C'est son tank. Genre, parce que moi, le tank dont je parle, c'est c'est son véhicule de loisir. En gros, c'est un truc, mais par contre, qui est ultra moderne. Hein. Je pense que c'est un véhicule américain ou un truc comme ça. Ah non, il a un tank autrichien. Ah ouais, il a un tank autrichien et il avait, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était il y a quelques années, il avait monté une œuvre de charité parce qu'il a aussi un truc de soutien scolaire. Et en gros, tu payais un certain montant et t'allais chez lui et tu pouvais conduire son tank et écraser ce que tu voulais avec. Donc c'est voilà, ça, on va dire c'est quand même plutôt rigolo. Ce que tu voulais quoi. Ce que tu voulais. Ouais. Cool. D'ailleurs, il avait fait une vidéo de présentation où il disait tout ce que tu pouvais tout ce que tu pouvais faire, tu vois, genre tu voyais une table à tréteaux avec des gâteaux dessus, tu vois. Et il a dit bah là tu vois, ça c'est une table où il y a tous mes gâteaux d'anniversaire depuis mes 7 ans et je les ai mis tous là pour les exploser. Et puis il roule dessus avec son tank. Donc voilà, moi quand tu me parles de tank aussi, bah tu sais quand pendant la Première Guerre mondiale, il y avait quand même un aspect, je pensais que tu allais en parler à un moment, c'est pour ça, mais je voulais pas t'interrompre dans ton récit qui était très intéressant d'ailleurs. Merci. Mais c'était le fait que les tanks, souvent, ils étaient très mal conçus, ils se plantaient dans les tranchées. Oui, et ils n'arrivaient pas à les sortir. Ouais, effectivement. Imagine le malaise. Ouais, non, mais c'est clair. Mais bon, en même temps, la Première Guerre mondiale n'était pas la façon dont elle était conçue, cette guerre, elle n'était pas propre aux tanks, en fait, quoi. Non, pas du tout. C'était plutôt pour l'aviation que ça a vraiment été... ouais. Et le truc aussi que j'ai pas inclus dans le sujet, c'est aussi pourquoi est-ce que les Allemands ont tout défoncé avec la Blitzkrieg. C'est que, traditionnellement, généralement, tu avais un tank avec ensuite un bataillon d'infanterie qui était rattaché au tank. Ouais. Et sauf qu'en fait, les Allemands, ils se sont dit, non, nous on va prendre... non, ils ont dit 9. Exactement. Et ils se sont dit, nous on va avoir un bataillon de tanks. Et on va les faire rouler à fond à travers les Ardennes. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Il n'y avait pas d'infanterie quoi. Bon, peut-être dans les tanks, mais il n'y avait pas de fantassins à courir à côté des tanks. Non, parce qu'il fallait aller vite. Voilà, c'est ça quoi. Donc du coup, c'est pour ça que la bataille de France... ça n'a pas été bien long. Hein. Ah ouais, ça c'est clair quoi. Au niveau des tanks, dans les tanks dans l'histoire, il y a la fameuse photo de Tiananmen. Le mec qui se plante devant un tank. C'est clair. Ah, j'ai même pas pensé à ça. Courageux le mec. Hein. Ouais, c'est clair. Et on ne sait pas qui c'est d'ailleurs. Ah, c'est vrai que jusqu'à ce jour, on ne sait pas qui c'est. Mais le mec, il a une bonne paire. Ouais, des couillasses comme ça. Ah ouais, non, fallait le faire. Hein, se planter devant une colonne de 15 tanks. Moi, je sais pas si je l'aurais fait. C'est clair. Et puis enfin, moi, un de mes grands amours, mon amour des tanks, parce que j'aime les tanks. J'aime les tanks. Hein. Ah, tu aimes les tanks. J'aime les tanks. Command & Conquer. Ah. Command & Conquer.
D'ailleurs, c'est là où c'est paradoxal parce que c'est probablement le jeu qui dépeint les tanks de manière les plus absurdes. Parce que dans Command & Conquer, notamment le premier et Alerte Rouge, genre les tanks ne font aucun dégât à l'infanterie. Même des trucs absolument monstrueux, tu tires sur le soldat n'a aucun dégât. Ouais, mais bon, tu ne vins pas, non, mais c'est parce que les soldats sont sont le pouvoir de l'humanité. Mais comme non, ça. mais puis ils sont galvanisés par le communisme, c'est pour ça que. Ah bah. C'est pour ça. L'idéal socialiste te L'idéal protège. socialiste te protégera toujours Bah de ouais, tout, on est d'accord. envers et contre tout. Mhm. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller à la machine à café au bureau et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission dans 2 semaines. Oui, et surtout, allez sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties. Et surtout, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Donnez-nous 5 étoiles pour nous en mettre plein dans les yeux. Ouais. Des étoiles. Des étoiles. Des étoiles, voilà. Mais des vraies étoiles Mais des vrais de ninja. Ouais. Ah allez, quelle évolution. Allez, gros bisous, ciao ciao. Je suis pas ton pote, mon gars! Et moi, je suis pas ton gars, mec! Oh, c'est pas ton mec, mon pote! Je suis pas ton pote, mon gars! On n'est pas tes gars, mec! Je suis pas votre